Bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la République enchaîne les lancements officiels de construction des routes à l'intérieur du pays. À Pita, les populations ont réservé un accueil chaleureux au professeur Alpha Condé. Et puis la circulation routière est l'un des endroits où l'incivisme bat son plein. À l'occasion de la Sénacip, les conducteurs des mototaxis sont invités à adopter un meilleur comportement dans la circulation. Enfin, les populations du Badiar vivent leur tout premier concert géant et feu d'artifice, un cadeau de fin d'année offert par le ministre de la Culture. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé ce vendredi au lancement des travaux de bitumage de la voirie urbaine de Pita. 13 km de bitume très exactement pour soulager les populations. Les travaux doivent durer 18 mois et seront exécutés par l'entreprise Guicopress. Ibrahima Keita, reportage. Bientôt, la fin du calvaire des usagers de la voirie urbaine de Pita. 13 km de bitume avec un financement du budget national de développement. C'est ce que le gouvernement offre à la préfecture de Pita. C'est donc dans la joie que les populations de Pita sont sorties pour dire merci au président de la République, le professeur Alpha Condé. Cela, non seulement pour les 13 km de bitume, mais aussi pour plusieurs actions réalisées en si peu de temps dans leur préfecture. Ce chantier qui s'ouvre officiellement à partir de ce jour est confié à une entreprise de droit guinéen. Guicopress rassure de son engagement à finir les travaux dans les 18 mois prévus. Pour le maire de la commune urbaine, cette action du chef de l'État vient boucher un grand trou. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci de tout ce que vous avez fait pour Pita et merci encore pour l'entame de ce projet de bitumage. Cependant, la population de Pita sollicite encore d'autres appuis. L'achèvement de l'hôtel de ville dont la construction a été débutée depuis 1991, l'achèvement de la gare routière de Bendougou dont la construction a été entamée lors des fêtes tournantes initiées par vous-même, la construction de 2 arcs de triomphe entamés par la même occasion. Le bureau de la mairie de Pita vous promet de s'investir pour l'unité et le développement des communautés sans aucune forme de discrimination. Nous nous engageons aussi à mettre en œuvre le domaine de compétences dévolues au conseil communal pour le bonheur de nos citoyens et citoyennes. Dans son intervention, le préfet de Pita s'est réjoui de l'attention que le chef de l'État porte à sa préfecture. De saisir l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour citer quelques-unes de ces très nombreuses infrastructures et projets en cours que vous avez gracieusement offerts aux populations guinéennes en général et à celles de Pita en particulier. 1. Secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Votre décision de localiser les célébrations des festivités de l'indépendance le 2 octobre à l'intérieur du pays a permis à l'occasion des 54e, 55e, 56e et 57e anniversaire de reconstruire les infrastructures des entrées de Bokeh, Zérekore, Mamou, Kankan et bientôt celle de Kindia. 2. Secteur travaux publics. En plus de grands chantiers de reconstruction et de bitumage du réseau routier national, on peut retenir pour la préfecture de Pita la construction de la piste Pita-Bantigel-Banga, 26 km, achevée en 2016. La construction de la piste Bourwal-Tapé-Garabunduol, Bambedou, de 12 km en cours de réalisation.
Bientôt, le démarrage des travaux de la construction de la piste Bomboli, Bouroualtapé, Masi, Sangaya, de 90 km. L'entreprise a reçu la notification du marché et attend la signature du contrat et l'avance de démarrage pour commencer les travaux. Après avoir invité ses compatriotes de Pita à cultiver la paix et l'amour du prochain, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a réitéré sa volonté d'accompagner les femmes et les jeunes. Quand je viens à Pita, je dois me rappeler deux noms. Nous avons fêté le 60e anniversaire de notre indépendance. Pour ceux qui connaissent l'histoire, un des fils de Pita a joué un grand rôle pour cette indépendance. Il s'agit de Barry Ibrahim Adi Barry III. Alors je dis à la présidente de Bantinière, il paraît qu'ils produisent beaucoup de fonio. Alors en l'honneur de Barry III, je vous demande de produire encore davantage de fonio. Vous savez que nous attachons beaucoup d'importance à la production de fonio. Je dois aussi saluer mes frères de Sintali. Pour les Sintali, c'est chez moi. Je dois féliciter aussi la MIFA de Pita. En effet, ils ont cotisé 650 millions. Aujourd'hui, elles ont 568 membres. Elles ont reçu un crédit de 500 millions qu'elles ont bien géré. Alors la semaine prochaine, vous allez recevoir 1 milliard. MCD de Tibi Madina, ils ont reçu 500 millions. Mais pour le moment, ils ont moins bien géré que la MIFA de Pita. Mais nous allons quand même les encourager. Donc la semaine prochaine, ils recevront aussi 500 millions. Car nous avons toujours promis de travailler pour les jeunes et les femmes. Mais au début, il fallait d'abord redresser la Guinée, c'est-à-dire les problèmes macroéconomiques. Malheureusement, au moment où nous avons réussi, on a eu l'Ebola. Et l'Ebola a mis notre économie à terre. Mais Dieu merci, la Guinée est repartie. Et nous allons renforcer le travail pour les femmes. En faisant quoi? Renforcer l'agriculture. Bien sûr, le fonio. Toutes les sous-préfectures qui posent du fonio vont recevoir 3 machines. Une machine qui décortique, une machine qui pile, une machine qui lave. Nous achetons des kilos de fonio aux femmes à 8 000 francs. Les jeunes travaillent sur les machines pour décortiquer, piler et laver. Ensuite, nous vendons aux femmes le fonio lavé, détamisé, pour enlever toutes les saletés. Et pour ça aussi, nous payons 3 000 francs par kilo. Elle tamise, puis elles font cuire un peu. Après, maintenant, on met dans les sacs de 50 kilos. Maintenant, nous avons une usine à Conakry qui va faire des paquets d'1 kilo de 500 kilos, afin que nous puissions exporter aux États-Unis, en Europe, partout. Et là, pourquoi j'ai dit aux femmes de produire le fonio? Parce que le fonio n'a pas ce qu'on appelle en français le gluten. Ça veut dire que le fonio est bon pour les diabétiques et les gens qui ont l'hypertension. Évidemment, les gens qui sont très gourmands, comme les Traoré de Djibaté, n'aimeront pas, parce que quand on mange le fonio, c'est comme si on n'a rien mangé. Nous voulons encourager aussi les femmes dans les autres positions comme le moringa et autres, etc. Parce que l'usine que nous avons à Conakry peut faire les paquets pour tous ces produits. Nous ne voulons pas seulement produire l'agriculture, nous voulons transformer nos produits agricoles. Je sais qu'à Pita, Tibi Madina, vous produisez beaucoup de pommes de terre. Mais là, tous les autres, ils ne veulent pas manger de pommes de terre. Le matin, le riz, à midi, le riz, le soir, le riz. Aujourd'hui, nous avons 4 usines. On est en train d'installer une usine à Mamou. On met les pommes de terre et ça sort en frites congelées. Donc ces frites congelées, on peut les vendre dans les hôtels à Conakry ou exporter à l'extérieur. Donc nous encourageons les femmes à produire davantage de pommes de terre. Nous avons lancé aussi la production d'anacarde. Je pense qu'au Fouta, vous en avez semé un peu. Nous avons une usine à Conakry pour l'anacarde. D'abord, l'usine va transformer la noix en noix de cajou. Ensuite, le fruit, on va faire 2 choses. D'abord, le jus de fruits. Deuxièmement, l'alcool. Alors, on va dire, mais tu veux que les Guinéens boivent l'alcool? Je vais lui poser une question. Quand vous avez une blessure, quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous met? Alors, l'alcool que nous allons produire, c'est pour les hôpitaux. Ensuite, nous allons accompagner les femmes pour l'élevage de poussins. Parce que le poussin, c'est extrêmement important pour la bonne nourriture. Nous avons déjà 20 couveuses. Chaque couveuse fait tous les 21 jours 120 000 poussins. Nous avons une usine qui fabrique l'alimentation des bétails et de poussins. Donc nous allons mettre ces poussins à l'élection des femmes. Et au bout d'1 mois et demi, ils auront un gros coq qu'elles peuvent vendre à 30 000, alors que le prix de revient sera seulement de 5 000. Donc pour 5 000 francs dépensés, elles vont gagner 35 000. Ensuite, nous avons fait venir des cultures sous serre. Qu'est-ce qu'on appelle culture sous serre? C'est un grand hangar qui est équipé pour qu'on puisse produire du 1er janvier toute l'année les cultures maraîchères, c'est-à-dire tomates, aubergines, etc.
ce qui va non seulement donner des revenus aux femmes, mais faire baisser les prix au marché. Ensuite, nous allons développer la production de poissons. Aujourd'hui, on prend les poissons en forêt pour mettre dans les rivières au Fouta et en Haute-Guinée. Nous avons aussi un accord avec l'AFD en France et en janvier, des techniciens vont venir au Fouta et en Haute-Guinée pour que ce qu'on fait en forêt, on puisse le faire au Fouta et en Haute-Guinée, c'est-à-dire reproduire le poisson localement. On n'aura plus besoin d'aller chercher en forêt. Ensuite, avec Israël, qui a une technologie avancée, nous avons fait venir 2 types de machines qui reproduisent le poisson encore beaucoup plus vite. Et la Haute-Guinée n'a plus besoin du poisson de Conakry. Pourquoi? Le poisson qui vient de Conakry est trop cher. Parce qu'il faut mettre dans le camion frigorifique. Ensuite, mettre dans les frigorifiques. Donc ça devient cher. Par contre, le poisson, on va produire localement et au Fouta, et en Haute-Guinée, et en forêt. Pour que ces 3 régions n'aient plus besoin du poisson de Conakry, mais qu'ils aient du poisson produit chez eux. Pourquoi nous voulons renforcer la production de poussins et de poissons? D'abord, ça donne du travail aux femmes. Ensuite, vous savez, à partir d'un certain âge, la viande rouge n'est pas bonne pour la santé. Or, vous mangez trop de viande rouge. À partir de cet âge, ce qui est bien pour la santé, c'est le poussin et le poisson. Alors, vous allez tous manger du poisson et des poussins. Nos enfants et les jeunes vont manger de la viande rouge et nous, qui avons un certain âge, on va manger du poisson et des poussins. Est-ce que c'est sûr que vous allez manger du poisson et des poussins? Parce qu'elle aime trop la viande rouge, mais la viande rouge ce n'est pas bon à partir d'un certain âge. Voilà ce que nous avons l'intention de faire pour la papa et les femmes. Maintenant, la jeunesse. Nous avons créé dernièrement une banque d'investissement et nous allons amener les jeunes à former des groupements d'intérêt commun. Et on va mettre à l'issue de ces groupements d'intérêt commun d'abord les décortiqueuses, c'est-à-dire des petites machines qui transforment le riz paddy en riz net. Cette machine peut transformer tous les jours 4 tonnes de riz paddy en riz net. Ensuite, vous savez, les lampadaires, dès qu'il y a de poussière, ça s'éteint. Nous avons commandé des petites voitures avec échelle qui va permettre aux jeunes de monter chaque fois pour essuyer les lampadaires. Nous avons maintenant des boulangeries conteneurs. Et chaque boulangerie conteneur peut faire 4000 pains par jour. Donc, ça veut dire que les jeunes, beaucoup d'entre eux vont devenir des fabricants de pain. Parce que dans le conteneur, il y a le four pour faire le pain et la devanture pour vendre. Et l'avantage du conteneur, c'est qu'on peut les déplacer avec un véhicule. Nous avons fait venir aussi des petites machines pour faire les jus de fruits et les machines pour faire le savon. Donc, nous encourageons les jeunes à s'organiser en groupement d'intérêt économique ou bien dans le cas des MCD2. Que veulent les jeunes et les femmes? Avoir du travail et que leur vie soit améliorée. Je vous ai dit qu'à Pita, je devais parler de 2 personnes. J'ai déjà parlé de Barry 3. Le deuxième, c'est mon grand frère, Bamamadou. Nous avons créé le FLUG ensemble. Nous avons mené la bataille pour la démocratie. Lorsque j'étais en prison, Bamamadou a assisté à toutes les réunions de soutien à l'extérieur. Et lorsqu'on m'a autorisé à avoir des visites, il venait me voir en prison tous les jours. Mais malheureusement, Dieu l'a rappelé à lui. Qu'est-ce qui est important? Nous avons mené le combat. On n'a jamais cassé une maison ni un véhicule. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. S'il veut te donner, il te donne. S'il ne veut pas, tu ne l'auras pas. Quand on croit en Dieu, on n'a pas besoin de faire de la pagaille pour le pouvoir. À la jeunesse et aux femmes, je leur dis à faire confiance. Le train du progrès a démarré. Personne ne peut l'arrêter. Ceux qui ne montent pas seront sur les quais. Alors, j'appelle la jeunesse et les femmes à monter dans le train du changement et à croire à l'avenir du pays. Je demande aux sages de renforcer leurs prières. C'est ça qui a préservé la Guinée de la guerre et nous avons tous été en paix alors que tous nos voisins ont connu la guerre. Avant de quitter la région du Fouta, le chef de l'État a également inauguré à Labé le siège de la Chambre régionale de commerce, de l'industrie et de l'artisanat, une infrastructure qui était une nécessité dans la région. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement. Ibrahima Keita. En séjour de travail dans la préfecture de Labé, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé à l'inauguration du siège de la Chambre régionale de commerce, d'industrie et de l'artisanat. Une infrastructure en R+1 qui compte 6 bureaux, 2 salles d'accueil, une salle d'exposition et des toilettes. Le chef de l'État, après la coupure du cordon inaugural, a visité les bureaux déjà équipés. Juste après, le professeur Alpha Condé s'est rendu sur les chantiers de la SONAPI, ici à Labé. Il s'agit de 2 villas et de ce bâtiment R+1.
des infrastructures qui entrent dans le cadre du programme présidentiel Un citoyen, un toit, réalisé par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, SONAPI. Le président il a envoyé les machines hydraformes. Il a installé dans toutes les préfectures les machines hydraformes. On a des sortes de machines, on a les grosses machines, on a les petites machines et les moyennes machines. Les grosses machines peuvent produire à peu près 2500 briques par jour ou 3000 par jour. Aujourd'hui, toutes les préfectures du pays sont dotées des machines hydraformes, des machines qui peuvent aller jusqu'à 3000 briques en terre stabilisée avec des avantages énormes. C'est les briques en BTS, les briques en terre stabilisée. C'est les briques autobloquantes, donc on ne met pas des joints entre les briques. Ça c'est un. Deuxièmement, après la construction, on ne fait pas de crépissage. Les briques là aussi, en matière de la construction des villas, on n'a pas de pliés. Donc les briques aussi, quand il fait chaud dehors, il fait froid à l'intérieur. Quand il fait froid dehors, il fait chaud à l'intérieur. Et si vous prenez les briques là, il n'y a pas de trou à l'intérieur de ces briques là. Donc les briques en ciment, chaque brique, il y a 2 trous à l'intérieur. Donc si vous construisez une maison avec 7000 briques en ciment, donc vous allez avoir là-bas à peu près 14 000 trous dans une maison. Donc ça détermine la force de la maison. Le chef de l'État et sa suite se sont ensuite rendus à la station de la radio rurale de l'Abbé. Là, professeur Alpha Condé a voulu toucher du doigt les réalités de cette station de proximité. Ici, l'essentiel des problèmes se résume à l'émetteur qui n'a pas une longue portée. Dans une interview improvisée, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a donné des précisions sur sa vision pour la Guinée et les Guinéens. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez dire aux populations qui nous écoutent et qui écoutent la radio rurale? J'ai dit d'avoir confiance en l'avenir de leur pays. Dieu a doté la Guinée d'immenses richesses. Malheureusement, nous n'avons pas su les exploiter pendant longtemps et nous sommes décidés à les exploiter afin que ça serve à améliorer les conditions de vie des populations. Je sais que le Fouta est toujours une région d'accueil, de paix et de tranquillité. Donc nous ne confondons pas le Fouta avec les extrémismes qui se font en Conakry. Et nous sommes sûrs que le Fouta, comme les autres régions, va se lever pour que nous puissions transformer complètement notre pays. J'ai visité aussi, nous sommes décidés à améliorer le fonctionnement de toutes les radios rurales afin que toutes les populations, même dans les moindres du village, aient accès à la télévision, à la radio, à la télévision, parce qu'avec les nouvelles technologies, nous avons donc besoin d'apporter pour que le jeune qui est dans le village ait le même avantage, c'est-à-dire qu'il ait les mêmes loisirs, les mêmes possibilités que le jeune qui est en ville. Donc nous allons, comme le ministre vous l'a dit, nous allons renforcer les équipements de toutes les radios rurales et doter des télévisions, d'émetteurs, pour qu'ils puissent relayer la télévision nationale. À la résidence de monsieur le préfet, la notabilité avec à sa tête le grand imam de l'Abbé est venu présenter les condoléances d'usage des populations au chef de l'État suite au décès de sa sœur aînée. C'est avec des prières dites pour le repos éternel de l'âme de Adja Djaba Kondé que la cérémonie a pris fin. Appui aux acteurs des filières agricoles, 23 millions de dollars, c'est le montant alloué à la promotion rurale en Basse-Guinée et dans la région de Farana. Déjà, les premiers effets sont palpables dans la plaine de Ouaka à Koya. C'est un reportage de Fodé Camara rendu par Nabi Camara. Dans la zone périphérique de Koya, à Kiria, un district de la commune rurale de Wankifong, 2 périmètres sont aménagés. L'un risicole, l'autre maraîcher. Dans la plaine de Ouaka, un coup de pouce du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles va permettre aux groupements bénéficiaires d'arroser avec moins de pénibilité. Nous sommes soulagés aujourd'hui, notre maîtrise de l'eau est parfaite. Nos pépinières et nos périmètres maraîchers poussent très bien. En plus, nous sommes à l'abri des dégâts des animaux. En plus des grillages pour la protection des cultures contre la divagation des animaux, 2 forages solaires sont installés, des canaux d'irrigation sont ouverts. Un dispositif susceptible de faciliter les activités agricoles en toute saison. On a fait des panneaux solaires. Vous avez vu 2 panneaux. Il y a un ici et un en haut qui est avec des pompes pour permettre de faire l'arrosage. En plus, vous avez vu, on a mis le grillage.
Donc ça c'est fini. Maintenant on est en train de les former sur les techniques. Au moment du riz, on a fait champ école riz, où vraiment on a envoyé des semences améliorées, mais aussi avec Amproca, la collaboration avec Amproca, ils ont donné les techniques d'installation de pépinière, l'âge en pépinière. Un autre projet, Feed the Future, de l'USAID est venu les apprendre par exemple à faire les technologies de pépinière aérienne. Quand le riz était déjà en maturité, quand le riz était déjà dans le champ. Donc ça les permet de gagner en temps. Les pépinières aériennes que vous avez vues là-bas leur permettent directement dès la récolte du riz de pouvoir mettre le maraîchage sans retarder. Pour continuer à accroître les revenus des petits exploitants agricoles, le FIDA et le gouvernement viennent de lancer le projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché en Haute et Moyenne Guinée. La Guinée et le FIDA, il faut dire, sont des partenaires très anciens, on a un partenariat très consolidé. On vient en fait de lancer un nouveau projet qui c'est autour de 121 millions de dollars en Guinée, qui c'est le projet le plus grand jamais eu en Guinée dans le secteur de l'agriculture. 15 préfectures, soit 60 000 exploitants agricoles, seront touchés par le projet pour l'agriculture familiale, avec une frange importante des ménages extrêmement vulnérables, souvent supportés par des femmes. Faire de la Guinée un grenier dans la sous-région, c'est l'ambition affichée des autorités. Elles l'ont réaffirmé au cours du premier salon international de l'agriculture, de la pêche et des ressources animales. Un salon qui vise la transformation de l'agriculture de subsistance en agro-industrie. Mounir Bari, Seydou Diallo. Au centre de cette rencontre d'échange, la promotion de l'autosuffisance alimentaire et la croissance économique. Pour atteindre cet objectif, les acteurs du secteur et leurs partenaires misent sur l'agriculture et la coopération sud-sud. Un partage d'expériences qui pourrait accroître la productivité agricole dans le pays. Nous avons bien voulu suivre la politique, la vision du président de la République, à faire du pays, à reposer, n'est-ce pas, le secteur, le développement économique du pays sur l'agriculture. C'est le principal secteur d'emploi. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser notre premier salon, là où nous allons présenter tous nos produits et tous nos acquis, tout ce que nous pouvons faire et échanger avec les partenaires pour améliorer notre façon de faire. Nous avons besoin des unités de conservation, des unités de transformation. Nous avons besoin encore des expériences sur l'emballage, la labellisation et tout ce qu'il y a comme production. Présente à cette rencontre, la directrice générale adjointe de l'Agence de promotion des investissements privés APIP se dit galvanisée et promet d'accompagner l'initiative pour rendre le système agricole performant et compétitif dans la sous-région. Aujourd'hui, la Guinée est ouverte pour recevoir des investissements. Et le secteur agricole étant le secteur porteur de croissance, porteur de création d'entreprises, de création de richesses, est un secteur qui doit être accompagné afin de pouvoir le rendre commercial. La Guinée, avec ses potentialités agricoles, pourrait stimuler la croissance durable, améliorer le rendement et renforcer les capacités des acteurs pour une véritable productivité dans le pays. Volet citoyenneté de ce journal. Le civisme est un comportement au quotidien et dans tous les domaines. L'administration publique ne fait pas exception à cette règle. En cette semaine de la citoyenneté et de la paix dans notre pays, les agents des services publics sont interpellés sur leurs devoirs afin de mieux servir le pays. Fatimatou Diallo, Eugène Dounamou. Ils sont nombreux à se plaindre du comportement des agents de l'administration publique. Et pourtant, le civisme au sein de cet appareil étatique est une nécessité. L'administration, en tant que maintenant un outil entre les mains de l'État pour la mise en œuvre des politiques publiques, est un outil indispensable pour la paix. Parce que c'est l'administration qui met en œuvre la justice sociale, c'est l'administration qui met en œuvre le patriotisme. Et si nous avons une administration responsable, donc l'État va assumer son rôle, la population va se sentir à l'aise et il y aura la paix. En plus des textes et lois qui régissent l'administration publique, le bon fonctionnement de la bureaucratie doit aussi s'appuyer sur la courtoisie et le respect envers les citoyens. Le fonctionnaire guinéen est régi
par la loi 028 portant statut général des fonctionnaires. Donc les dispositions qui sont contenues dans ce statut réglementent déjà le comportement du fonctionnaire et le fonctionnement de l'administration par rapport aussi à la loi 029 qui vient d'être révisée. Donc les deux textes fondateurs corrigent les défaillances au niveau de l'agent fonctionnaire et au niveau aussi de l'usager. L'administration publique invite les fonctionnaires à s'impliquer activement dans la construction de l'avenir commun de la société. La circulation routière est un endroit où l'incivisme bat son plein, d'où cet appel aux conducteurs des mototaxis afin qu'ils respectent le code de la route. De Lansana à Matoto, en passant par Constantin, le message des organisateurs de la CENACIP est axé sur un bon comportement adopté dans la circulation. Younousa Tawel Kamara, Adama Traoré Elza. Le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, les surcharges des véhicules et le refus du port des casques chez les conducteurs de motos sont entre autres pratiques d'incivisme fréquentes dans la circulation. Cette troisième journée de la CENACIP est mise à profit par les organisateurs pour conscientiser ses usagers. De Lansana au carrefour Constantin, en passant par Sangoya, Anta et Matoto, partout le message est axé sur le respect du code de la route. Les conducteurs de mototaxi sont devenus un problème pour tous les usagers de la route. Donc on s'est dit mieux vaut travailler avec eux cette année pendant les 2 jours d'immersion. Eux-mêmes ils vont participer à la campagne de sensibilisation. C'est pour cela vous avez vu, on les a distribué des gilets qu'ils vont porter où ils vont dire je respecte le code de la route. À travers cette campagne de sensibilisation qui a pour slogan je respecte le code de la route, le message véhiculé semble être bien cerné par ses usagers. Faire ce métier n'est pas quelque chose de facile. Il y a des principes qu'il faut respecter. On va faire tout possible pour sensibiliser les enfants, diminuer l'excès de vitesse, faire de l'excès de vitesse. C'est ce qui va diminuer l'accident. Les organisateurs de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix entendent poursuivre cette série de campagnes de sensibilisation des usagers de la route dans les autres lieux publics de la capitale. Vous suivrez juste après ce journal le plateau spécial CENACIP animé par Alia Kamara en débat justement la problématique de l'incivisme dans la circulation. Dans l'actualité également, pour éviter la propagation des maladies à potentiel endémique, les pays de la sous-région ouest africaine ont mis sur pied un système de renforcement de la surveillance. Après un an d'activité, les acteurs se retrouvent pour évaluer leur approche. Ça, Amara Tolno, Saint-Martin, Fancinadouno. Pour prévenir de nouveaux phénomènes épidémiologiques et d'autres urgences de santé publique, les pays de la CEDEAO ont opté pour l'approche de renforcement des systèmes de surveillance des maladies. Depuis un an, le Centre de coopération internationale en santé et développement et la Fondation Mérieux œuvrent aux côtés du gouvernement guinéen pour l'atteinte de cet objectif. Les centres de surveillance dont on parle ont été effectivement mis en place dans les 10 hôpitaux des régions de Kankan et de Labé. Donc nous avons un agent chargé de la surveillance et un agent chargé du laboratoire, 2 qui ont été formés pour un épidémie d'intervention et un capacité de diagnostic de laboratoire. En plus, nous leur avons aussi doté un matériel informatique pour permettre la saisie et l'analyse des données. Et aussi du côté du laboratoire, il y a eu un important appui en matière de capacité de maintenance pour permettre en tout cas de maintenir les appareils de laboratoire fonctionnels. Pour cette première phase, les interventions sont essentiellement axées sur l'amélioration du diagnostic à partir des analyses de laboratoire. Une politique pour permettre aux États de la sous-région ouest-africaine de freiner tout risque de propagation des maladies à potentiel épidémique. Au jour d'aujourd'hui, si nous avons les capacités sur place de faire un diagnostic, ça nous permet de savoir si oui, nous sommes dans un cadre d'épidémie ou sinon nous ne le sommes pas. Et si nous le sommes, pour pouvoir avoir une réponse rapide et efficace par rapport aux données qui nous sont transmises. Cette plateforme d'échange devrait permettre aux acteurs de la santé et partenaires d'identifier les faiblesses des laboratoires et du personnel soignant.
Et puis le patrimoine bâti public octroie un terrain à la pharmacie centrale de Guinée pour bâtir un entrepôt pharmaceutique. La pose de la première pierre sera faite par le chef de l'État, Professeur Alpha Condé. Mais en attendant, la PCG s'active dans la préparation du site. Adia Toubari. Dans la chaîne de conservation et de disponibilité des médicaments, la pharmacie centrale de Guinée se veut plus performante. La construction d'un nouvel entrepôt pharmaceutique moderne est en phase de concrétisation sur ce site de 8500 mètres carrés. Des ingénieurs s'activent déjà dans la viabilisation du terrain. Pour le moment, nous sommes en train de dégager tout ce qui était matériel ou autres produits de santé qui étaient stockés pour aller mettre ailleurs pour que les travaux puissent réellement démarrer. Et jusqu'aujourd'hui, il ne reste que peut-être quelques petits trucs qui restent à enlever. Disons que dans les prochains jours, tout sera vraiment libéré et la pose de la première pierre. La construction de cet entrepôt pharmaceutique à Mania est une initiative présidentielle. 17 milliards de francs guinéens sont décaissés par le gouvernement pour la réalisation de la fondation de cet édifice public. Un engagement qui découle du dynamisme de la direction générale à accroître la capacité de stockage de la centrale pharmaceutique à 3781 mètres carrés. L'innovation a permis à la pharmacie centrale de Guinée de décrocher 2 trophées d'excellence. Notre objectif que c'est pris donné aujourd'hui à l'ensemble des travailleurs de la pharmacie centrale de Guinée puisse permettre aux uns et aux autres de se dépasser, d'aller de l'avant et pour que demain, le Guinéen, où qu'il se trouve en Guinée, puisse avoir accès à des médicaments de qualité à des coûts abordables. Il y a eu des avancées assez significatives, non seulement sur le plan de la logistique qui est fondamentale pour une centrale d'achat pharmaceutique, mais il y a un personnel dévoué, formé, qui est prêt à faire face à ses responsabilités. L'autre critère d'obtention de ces prix, c'est le rajeunissement du personnel de l'unique centrale d'achat pharmaceutique du pays. Sur 120 travailleurs, plus de la moitié a moins de 40 ans. Ce qui du coup permet à l'entreprise de jouer pleinement son rôle d'approvisionnement en médicaments essentiels à l'ensemble des structures sanitaires de la Guinée. Éducation à présent pour la qualité de l'enseignement dans notre pays. Le manuel de gestion des procédures de l'autorité nationale d'assurance qualité est en validation. Élaboré avec une participation de l'ANAC Sénégal, son adoption permettra très certainement d'évaluer les institutions de formation et de recherche en Guinée. Francis Collier. L'assurance qualité dans l'enseignement, la formation et la recherche est conditionnée par la disponibilité d'un manuel de procédure clair et adapté. L'autorité nationale d'assurance qualité ANAC en a élaboré. C'est un guide pour la mise en œuvre des missions de l'ANAC. Il est soumis à un examen approfondi pour sa validation par les acteurs du système éducatif. Étant donné que l'assurance qualité est notre cœur de métier, ce manuel de gestion est vraiment à la base de tout le processus que nous allons mener en vue de bâtir un système d'assurance qualité robuste qui puisse répondre aux besoins de notre pays. Le manuel de gestion des procédures de l'ANAC Guinée est produit avec une participation de l'ANAC Sénégal. Dans le développement des procédures d'assurance qualité, il est toujours important d'avoir un cadre de référence. Nous avons eu donc à élaborer un manuel en partant des référentiels internationaux, des bonnes pratiques sur le plan international en matière d'assurance qualité et en matière de conduite des procédures d'assurance qualité. Le combat du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en phase d'être gagné. Seulement, les acteurs doivent se mettre au travail pour le suivi des procédures. Il est bien de parler de notre enseignement supérieur, mais il est mieux de s'appesantir sur sa qualité pour que le renom soit là. À tout moment qu'on a parlé d'ANAC au niveau de l'enseignement supérieur, il faut tout de suite rattacher l'enseignement technique. Parce que quand on veut qualifier le système, il faut aller dans tous ces compartiments, à savoir l'enseignement technique également et la recherche scientifique. Le manuel de gestion des procédures de l'ANAC, une fois validé, va être la référence en matière d'évaluation des institutions de formation et de recherche en Guinée.
Je vous le disais en titre, Papa Noël est déjà passé à Koundara. Les populations du Badiar viennent de vivre leur tout premier concert géant suivi d'un feu d'artifice, un cadeau de fin d'année offert par le ministre de la Culture. Baba Kouyaté est notre envoyé spécial. C'est une population de Koundara en effervescence qui a eu pour la première fois de son existence un concert géant suivi d'un feu d'artifice. Un cadeau de fin d'année offert par le ministre des Sports, de la Culture et des Patrimoines historiques à la population du Badiar. À cette occasion, 9 artistes ont émerveillé le public à travers la force des verbes et les pas de danse. À l'image de Bailo, comme beaucoup de jeunes de sa génération, cette rencontre culturelle offerte à la jeunesse de Koundara est un symbole d'unité et de cohésion sociale. Tout le monde était content, tout le monde, la première fois, tout le monde était paniqué, mais finalement que les gens ont vu, vraiment c'est très jovial, c'est très content. Et c'est la première fois que les gens voient ça ici. Et vraiment qu'on demande toutes les autorités que ça se passe, ce qui se passe à Koundara ici. Ce concert géant de Koundara, suivi du feu d'artifice, se tient à la veille de la 3e édition de la lutte traditionnelle. Nous n'avons pas eu d'ethnie ici, nous n'avons pas eu de parti. Tout le monde s'est retrouvé, tout le monde s'est amusé. C'est un facteur réel de paix. Et donc quand on veut prôner la paix, il faut prôner la culture, il faut prôner le sport. Le concert d'aujourd'hui est un cadeau de nouvel an du ministère des Sports et de la Culture à la population de Koundara. Pour leur dire que désormais, nous sommes décidés à les accompagner pour la promotion de la lutte traditionnelle. Notre mission, c'est de favoriser la paix, c'est de favoriser la cohésion. C'est ça la culture, c'est ça le sport. Les jeunes de Koundara ont exprimé leur satisfaction et sollicitent auprès du ministre Sanoussi Bantamasso de faire de ce concert une activité annuelle à l'occasion de la tenue des prochaines éditions de la lutte traditionnelle. Fini ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même chaîne, votre télévision nationale. Bonsoir.